97.4 foot avec Arrigé, la clim à la Réunion. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, le retour de 97.4 foot sur vos antennes. Et si vous étiez avec nous déjà hier soir à 19h30, vous avez noté et que nous vous proposons désormais deux rendez-vous un petit peu différents de ce que nous avions fait par le passé. Un rendez-vous le lundi soir à 19h30, 974 foot, l'essentiel. Et puis le mardi soir, un magazine beaucoup plus complet, celui-là donc à 19h45. Au sommaire de notre émission ce soir, les huitièmes de finale de la Coupe de France régionale, où il y a eu quelques surprises. Et puis, on va aller, en fin d'émission, sur une rétrospective de la saison 1996. C'était donc il y a 20 ans, une rétrospective que nous avons décomposée en 15 parties. La première partie, donc, ce soir, ne pas rater, je vous l'assure. Mais d'abord, place aux images de ce week-end avec les huitièmes de finale de la Coupe de France régionale. Sur une saison qui, vous le savez, je vous le dis tout de suite, qui ne va s'achever qu'au mois de mai 2017. Donc on a vraiment beaucoup de temps encore à passer ensemble. Et la première surprise de ce week-end, donc huitième de finale de la Coupe de France régionale, s'est déroulée au stade de l'Est Jean-Yves Oula, où Trois-Bassins a éliminé l'équipe du Saint-Denis Football Club. Les images tout de suite. Le Saint-Denis Football Club en jaune et vert avait toutes les raisons de se méfier des Bleus de Trois-Bassins, bourreaux de la Sainte-Marienne il y a quelques semaines, en coupe toujours. Et ils ont eu raison, mais cela n'a pas suffi face à une équipe de deuxième division régionale qui a joué crânement sa chance et qui surtout s'était organisée en conséquence, d'où la grande déception du coach dionysien au coup de sifflet final. J'imagine, c'est pas une bonne opération du tout sur le plan mental peut-être? Ah, pas du tout, c'est pas une bonne opération pour nous, c'est même une grosse claque. Surtout à la maison, on savait que l'équipe adverse était une belle équipe. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire sur le terrain. On a manqué d'agressivité, la détermination et on a pigé cash le match. Sûre de son football, l'équipe dionysienne avait pris les choses en main malgré cette première offensive pour l'équipe de Grandbois qui se conclut par une frappe qui passe juste à côté des buts du gardien Nino. Tout cela au cours de 30 premières minutes relativement moyennes, avec une légère domination de l'équipe dionysienne qui va se créer des occasions très intéressantes, comme celle-ci qui passe juste à côté. Et puis, quelques minutes plus tard, une autre occasion dionysienne. Les choses semblent jusque-là logiques et légitimes. Ce beau débordement ponctué par une reprise à bout portant. Mais le gardien Sébastien Anelard est à la parade et puis sa défense vient lui prêter main forte. Les minutes s'écoulent, toujours 0-0 au tableau d'affichage, mais sur cette action de la 40e minute, cette superbe ouverture de Johan Guichard en direction de John Babas qui a vu le gardien de Trois-Bassins avancer, l'homme parfait. 1-0 à 5 minutes de la pause, c'est la meilleure opération que les Dionysiens pouvaient espérer, à condition évidemment de regagner les vestiaires avec cet avantage d'un but au tableau d'affichage. Eh bien, les choses vont finalement pas se passer comme ils l'auraient souhaité les Dionysiens, puisque 3 minutes plus tard, l'équipe de Trois-Bassins trouve justement et fort superbement, grâce à cette frappe en pleine lucarne, l'égalisation grâce à la lucidité et donc à l'efficacité surtout de Jonathan Kelavon. Un but partout, score à la pause. Comme la saison est longue, vaut mieux prendre tous les matchs et puis jouer le maximum de matchs. Parce que sinon, après, on sera obligé de venir dans les gradins, vous savez, les autres à jouer et ça nous fait des matchs en moins. Rien remplace la compétition, le meilleur entraînement, c'est de jouer des matchs. Donc, ça nous fait encore un tour de plus. Bon, j'avais programmé un truc le 18 septembre, on verra comment on va faire. On ne se fait pas de soucis, il va bien trouver une solution puisque l'équipe de Trois-Bassins enlève la mise et la qualification pour les quarts de finale à la 58e minute grâce à cette belle échappée de Cédric Berby et qui crucifie le gardien dionysien pour la deuxième fois. Une équipe dionysienne évidemment KO debout à ce moment-là, mais il reste encore 30 minutes à jouer et on peut imaginer que sur sa pelouse, avec sa supériorité hiérarchique et sa qualité de jeu également, de bons joueurs, l'équipe du Saint-Denis Football Club va pouvoir revenir à hauteur de son adversaire. Ils mettront du temps les Dionysiens. Et en face, on fait de
la défensive peut-être, mais surtout avec une certaine efficacité et lucidité. Regardez les deux actions les plus tranchantes pour l'équipe tunisienne. Ballon repoussé sur la ligne par le défenseur de Trois-Bassins, ça suffira. Trois-Bassins enlève la mise donc, pour se retrouver en quart de finale de cette Coupe de France régionale. Cerise sur le gâteau quelque part en attendant le championnat. On fait un dernier point avec nos invités au micro à l'issue de cet exploit de l'équipe de 2e division régionale. Ils n'ont pas démérité en face, donc aussi ils avaient des occasions, mais on a été beaucoup plus efficaces, donc tant mieux pour nous. Donc, on a travaillé tactiquement cette semaine là-dessus, parce que c'est un match de coupe, on joue avec une équipe supposée au-dessus. Donc j'ai dit aux joueurs de ne rien lâcher et puis de jouer à fond, quoi. C'est ce qui s'est un peu passé sur le but vainqueur, hein, c'est un peu l'état d'esprit que les joueurs avaient sur ce match-là. Ne rien lâcher, aller jusqu'au bout. Ça veut dire quoi pour la suite de la saison ? Pour la suite, il faut qu'on travaille, il ne faut pas rester sur ses lauriers. On n'arrive pas à enchaîner 2 matchs vraiment de haut niveau. Il faut que le CNFC soit capable d'enchaîner 2, 3, 4 matchs de haut niveau pour qu'il devienne une équipe compétitive. Championnat ? Le championnat, bon, c'est vrai, on a un gros match devant la Saint-Péroise. Il y aura 2 choses, soit on pourra montrer autre chose, ce qu'on a vu aujourd'hui, ou bien alors ça va être très très difficile pour nous. Le Saint-Denis Football Club sorti, la Saint-Pauloise également a été sortie ce week-end par une autre équipe de 2e division régionale sur sa propre pelouse du stade Paul-Julius Bénard de Saint-Paul. Et l'exploit est signé Grandbois. On l'a abordé justement sans pression, on l'a abordé surtout avec beaucoup de sérieux et énormément de sérénité parce qu'on l'a préparé, on a quand même préparé ce match. Ça fait combien de temps, Pat ? Ça fait combien de temps qu'on prépare le match ? 15 jours. 3 semaines, même 3 semaines. Ouais. 3 semaines qu'on le prépare et que les gars sont attentifs au niveau des entraînements et voilà quoi. Grandbois qui réussit donc l'exploit, Grandbois tout de rouge vêtu face au bleu de la Saint-Pauloise, qui n'est plus, c'est vrai, la Saint-Pauloise d'il y a quelques années. C'est à la 21e minute que Damien Waro pour l'équipe de Grandbois trouve l'ouverture face au Gardien Saint-Paulois. 8-0, ça ne pouvait pas mieux démarrer pour l'équipe visiteuse. Mais réaction 4 minutes plus tard de Nicolas Soreya à la conclusion de cette action pour les Bleus Saint-Paulois. Un but partout. On se dit qu'à ce moment-là, eh bien, les joueurs de l'élite vont prendre le match à leur compte. Mais ils n'étaient pas dans un très bon soir. La suite ne leur est pas trop favorable. Explication. Je suis étonné, même surpris de voir qu'il y a des matchs qui se jouent. Et là, ce soir, ils n'ont pas joué. Et c'est coup par coup, et on n'arrivait même pas à aligner 5 passes d'affilée. Donc en face, ils n'étaient pas supérieurs, mais quand tu joues contre des équipes comme ça, qui arrivent avec l'envie, qui met la niaque, tout ça, si tu ne fais pas la différence dans le jeu, c'est là que ça devient difficile. Grandbois fait de la résistance tout au long de la seconde de mi-temps avant de s'incliner à 9 minutes de la fin à la suite de cette action Saint-Pauloise dans la surface de réparation et une faute indiscutable, le penalty, qui va permettre à Gary Soreya pour la Saint-Pauloise d'offrir le 2e but à son équipe, 2-1. Tout encore possible évidemment pour Grandbois, mais il reste trop peu de minutes. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et pourtant, ils vont réagir, ils vont même renverser la vapeur. On le verra dans un instant. Mais d'abord, la réaction lucide. C'était ce qu'on avait dit au départ, ne pas lâcher, qu'on soit mené ou pas mené. On a joué avec nos qualités, avec nos styles de jeu, et voilà, ça a marché. On n'a rien lâché. C'est le club de Grandbois, ça. Il ne lâchera jamais. Et cela a tellement bien marché que, alors que l'on croyait à la victoire Saint-Pauloise, à la 83e minute, Saïd Mandela est à la conclusion de cette action de Grandbois qui se donne le droit de sursis, le droit des prolongations. Ils font même mieux. Ils continuent à faire le pressing sur le porteur du ballon Saint-Paulois et ça marche. À la dernière minute du match, Florian Erinassin récupère donc ce centre pour fusiller le gardien Saint-Paulois. 2-1, 3-2. Grandbois est qualifié pour les quarts de finale. On espère beaucoup sur Grandbois pour la suite ? Non, je pense pas. On espère. On essaye de travailler sérieusement et on verra. On a le temps. On espère surtout que les jeunes resteront et seront toujours à l'écoute parce que c'est vraiment la base de toute manière. La rigueur, elle ne peut pas passer par autre chose, quoi qu'il en soit. Une belle victoire pour moi, bien sûr. Moi, je remercie mes gars parce qu'ils se sont donnés à fond et j'avais confiance en eux dès le départ. Et aujourd'hui, j'en suis fier. Donc, on a sabré le champagne, bien sûr. L'objectif, c'était toujours le maintien.
Mais on avait un coup à jouer sur cette coupe-là. Parce qu'il restait encore des équipes de 2-2. Tu gagnes ce soir, tu es en quart de finale, après tu ne sais pas que tu peux tirer un 2-2. Là, c'est vrai qu'on a pris un coup, il faut tout de suite se reconcentrer sur la suite du championnat. Tout aussi compliqué, mais avec la qualification au bout pour l'équipe de Sainte-Suzanne qui a eu donc beaucoup de mal à se débarrasser de la Tamponnaise, équipe de 2e division régionale entraînée par Jean-Pierre Bade. En ayant éliminé précédemment 2 équipes de la 1re division, la Tamponnaise avait affiché les cartes, Sainte-Suzanne était prévenue. La Tamponnaise n'est pas un adversaire de 2e division départementale commun, il fallait faire attention. Surtout en première mi-temps où on a fait, j'ai envie de dire, jeu égal avec l'adversaire, en ayant un petit peu plus d'occasions, mais bon, on a manqué de lucidité. Et puis voilà, mais je pense qu'aujourd'hui c'était difficile parce que on voit quand même tout de suite, on mesure le niveau quand même, que nous on est en D2D, en DD1, en D1, en D1P, ils ont beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de... ils sont plus vicelards, ils nous ont, voilà, à chaque fois, toujours arrivé à mettre le ballon en touche, à mettre le ballon en corner, à faire une main, à s'arrêter. Voilà, donc bravo aux Saint-Suzannois, ils ont vraiment fait un bon match. Le match de coups. Illustration des propos de Jean-Pierre Bade avec les premières occasions pour l'équipe tamponnaise en bleu. On a vu une première action très intéressante et puis celle-ci, cette frappe envoyée par l'arrêt des buts du gardien Nicolas Château qui s'en sort bien. Et ce n'est pas fini puisque les tamponnés avec Rivière ici trouvent encore une bonne solution. Château mise à contribution une nouvelle fois, fait de la résistance avant que, pour la première occasion qu'il leur est proposée, l'équipe de Sainte-Suzanne va ouvrir le score. On est à la 15e minute par Stéphane Nirlo qui, avec ce faux rebond, trompe le gardien Rivière, le gardien tamponné. Il était temps parce qu'en face, la tamponnaise avait eu plusieurs occasions de marquer et revient encore à la charge avec cette tête d'Ahmed Sako, le capitaine, qui passe juste à côté. On a vu que cette première mi-temps était tout à l'avantage des Bleus de Jean-Pierre Bade. De nouvelle attaque tamponnaise, là on croit, et qu'il y a le but tranquille. Mais non, c'est encore le poteau qui va renvoyer et qui va sauver Sainte-Suzanne. Décidément, cette première mi-temps, Sainte-Suzanne mène par un but à 0. Mais la réalité est bien différente et même douloureuse pour la tamponnaise qui avait eu l'occasion à plusieurs reprises de marquer un premier but au bout. Pas évident, oui, certes, mais voilà, c'est le système de jeu qu'on a mis en place qui a embêté l'adversaire, qui a empêché de développer son jeu, sachant qu'ils ont pas mal de joueurs de qualité. Comme je dis, c'est une équipe de niveau de D1, D1P. Non, c'est vrai, peut-être qu'ils jouent en fonction de l'adversaire, ils ont donné le maximum, mais nous aussi. D'avenir, nous on va continuer dans notre championnat. On sait qu'on a un championnat difficile qui nous attend. Voilà, on a des blessés, j'espère qu'on va récupérer nos blessés parce que c'est ça aussi qui fait que on a manqué encore une fois d'expérience. Mais bon, voilà, il nous faut encore travailler avec ces jeunes-là, il faut travailler, il faut tout le temps se remettre à l'ouvrage. Donc voilà, maintenant la coupe est derrière, le prochain match c'est le championnat et donc on va se consacrer au championnat. Le choc de ces 8e de finale de la Coupe de France régionale se disputait au stade Michel Volnay entre 2 formations de première division qui d'ailleurs apprécient tout particulièrement ce genre d'épreuve, la Saint-Pierroise et l'équipe de la Jeanne d'Arc, une Saint-Pierroise qui a eu recours au coup de pied au but, au tir au but pour se débarrasser des Portois. Les Cigognes avec le maillot blanc sont les leaders incontestés du championnat de première division. La Jeanne d'Arc se méfiait peut-être, d'ailleurs un peu trop, parce qu'au cours du premier quart d'heure, c'est la Saint-Pierroise qui montre le bout de son nez, malgré très rapidement, peut-être trop rapidement, la sortie sur blessure de Wilson Grossette à la suite de ce choc avec son adversaire porteur dès la toute première minute. Il faudra changer de disposition. On a senti un début timoré, c'est pour ça que la Saint-Pierroise parvient à ouvrir le score. Oui, tout à fait. Je pense que malheureusement pour mon groupe, on a trop respecté cette équipe. Qui avait un statut d'équipe invincible et qui avait tout gagné depuis le début du championnat. Toujours en première mi-temps, les Saint-Pierrois se créent la première occasion et occupent l'espace devant la cage du gardien Grégory Posé, le gardien portois. Donc Wilson Grossette, je vous le disais, blessé, n'a pu tenir finalement sa place, remplacée par Quentin Boisseux. Puis cette faute à la limite de la surface de réparation à la 15e minute qui offre la possibilité d'un excellent coup franc pour Alexandre Loricourt, qui ne se fait pas prier de
trompé le gardien Courtois. Un but à 0 à ce moment-là. Fort logiquement du reste. Le leader du championnat sur sa pelouse, 8e de finale. La Saint-Pierroise mène donc au score. Pelops, le gardien Saint-Pierroise, sollicité une petite fois avant cet arrêt pour permettre aux joueurs, alors qu'il faisait relativement chaud, le match avait débuté à 15h, exceptionnellement, comme il n'y a pas de projecteur encore au stade Michel Volnay de Saint-Pierre, donc permettre aux joueurs de se reposer. Et puis, en seconde mi-temps, plusieurs occasions saint-pierroises qui vont permettre surtout à Grégory Posé de s'illustrer, comme sur cette tête de Jean-Michel Fontaine, une claquette en corner. Et puis, là encore, c'est lui qui intervient toujours face à l'attaquant saint-pierrois pour repousser le danger. La seule véritable occasion pour la Jeanne est la bonne, à la 88e minute, ballon dans les pieds de Andy Permal, et ça fait un but partout, et ça fait surtout la possibilité pour les Portois de disputer les prolongations. Presque inespéré, c'est vrai. Saint-Pierroise aurait pu tuer le match bien avant, mais enfin, c'est ça aussi, les matchs de prolongation où on ne retiendra que cette belle occasion pour les Saint-Pierrois de faire la différence avant les tirs au but. La défense portoise très solidaire va pouvoir se dégager en catastrophe. Et finalement, on aura droit au tir au but ayant connu la sentence. J'ai envie de dire une très belle équipe même. Franchement, ils nous ont donné une belle opposition cet après-midi, et c'est ce que je disais au coach de la Jeanne. Ça aurait mérité presque d'être une finale. C'était un beau match, ils ont fait une belle partie, et puis ça s'est joué au tir au but, au penalty. Donc voilà, on a gagné, mais c'est bien parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup de boulot. On a laissé beaucoup d'énergie sur cette deuxième mi-temps et les prolongations, et qui malheureusement, peut-être que le manque de fraîcheur nous a pas permis de gagner. Bon, après on sait que les penalty aussi, c'est un peu la pièce qu'on lance, voilà. Mais bon, voilà, je suis quand même content même si on est éliminé malheureusement, parce que c'était quand même un des objectifs du club, et un des miens aussi, d'être éliminé contre Saint-Pierre, qui, voilà, on a fait jeu égal sur les 90 minutes. Donc ça nous donne bon espoir pour la suite du championnat. J'avais peur sur cette première mi-temps, parce que voilà, on aurait pu avoir beaucoup de regrets, parce qu'on ne s'est pas lâché, on n'a pas joué notre football, et on ne s'est pas fait plaisir. Autant sur la deuxième mi-temps, même s'il n'y avait pas eu du très grand football, on a montré qu'on avait du cœur, qu'on avait de l'envie, qu'on voulait faire un résultat quoi qu'il arrivait. Donc ouais, bon augure pour la suite, ça me rassure. Vous venez de le voir, cet arrêt du gardien Saint-Pierrois, Mathieu Pelops suffira, puisque malgré que le dernier tireur portois réussisse sa frappe, c'est Ricardo Sophie dans la dernière frappe saint-pierroise qui offre la victoire et la qualification à son équipe. Quatre équipes de première division donc qualifiées pour les quarts de finale de cette Coupe de France régionale, mais également 3 équipes de deuxième division régionale et 2 équipes de deuxième division départementale, Vincent Do étant le petit poussé. Voici justement l'ensemble des résultats et surtout les 8 équipes qualifiées pour le prochain tour qui va avoir lieu les 17 et 18 septembre prochains. Qualification donc de Grandbois, de Trois-Bassins, de Vincent Do, je vous le disais, le petit poussé, unique équipe de deuxième division départementale. La Saint-Pierroise se qualifie, on l'a vu, l'Excelsior également, 5-0 à Saint-Philippe, et puis la Capricorne avec beaucoup de difficultés face à Bracreux, un but à 0, la F Saint-Louis 2-0 sur le terrain de Grandfond. Et puis, qualification, on l'a vu également en image, de Sainte-Suzanne aux dépens de la Tamponnaise. La semaine prochaine, retour du championnat de première et de deuxième division. En première division, on a déjà disputé 8 journées juste avant la trêve. Je vous montre le classement, regardez, actuel pour se faire une idée de ce qui nous attend. La Saint-Pierroise est le leader avec 5 points d'avance tout de même sur l'Excelsior et 9 sur le troisième, l'équipe du Saint-Denis Football Club. Dans le bas du classement, on retrouve Piton-Saint-Leu, mais également la Capricorne et les Marsouins de Saint-Leu. Alors, que s'est-il passé, me direz-vous, d'important au cours de cette première partie du championnat? Les bons coups, les déceptions également. On fait le point avec Grégory Letort, journaliste au quotidien, et Michael Payette, journaliste également sportif au Journal de Lille. La suprématie de la Saint-Pierroise sur ce début de saison, qui est champion en titre, mais qui a recruté très intelligemment, qui s'est renforcé avec Fontaine, qui s'est renforcé avec Ricardo Sophie en cours de saison, et qui aujourd'hui écrase vraiment le championnat
et comptablement, parce que l'écart avec les poursuivants c'est déjà créé. Mais après, au niveau du football développé aujourd'hui, ce que réussit l'équipe d'Affreville, c'est quand même assez admirable aujourd'hui. C'est le comportement du Sandy FC, retour du club de la capitale au sein de l'élite, et un parcours très honorable, puisque le Sandy FC est à la 3e place sur le podium après 8 journées. Une équipe solide qui s'est renforcée encore avec 2 éléments de la sélection de la Réunion récemment médaillés des Jeux des îles. Donc une bonne équipe de Sandy, le retour de Sandy au premier plan. Le Sud qui est toujours là avec Saint-Pierre et Excelsior qui font vraiment qui se livrent un beau duel en tête du classement. Et aussi les petites équipes comme Piton Saint-Leu, l'invité surprise qui malgré tout n'est pas, alors que tout le monde l'avait condamné un petit peu avant l'heure, Piton Saint-Leu n'est pas décroché. Sainte-Suzanne qui revient aussi en haut de l'affiche, tient la dragée haute aux bonnes équipes. Et dans l'Est, on voit que Saint-Benoît est toujours là, au rendez-vous, avec une équipe qui essaie de bâtir sur du long terme. Donc c'est vraiment intéressant pour la suite. La déception, ce serait la Sainte-Marienne. La Sainte-Marienne qui nous a fait rêver encore jusqu'en fin d'année dernière, avec son parcours en Coupe de France, un parcours remarquable, qui fait un match exceptionnel contre des professionnels de la Ligue 1, le Gazélec d'Ajaccio, et qui se retrouve ensuite avec un gros effectif renforcé avec des internationaux et qui n'arrive pas à enchaîner en championnat malgré un jeu intéressant. Qui a lâché beaucoup de points à domicile dans son beau stade, un stade tout neuf. C'est un peu la déception parce que c'est vrai qu'on attendait beaucoup de la Sainte-Marienne et c'est vrai qu'avec l'écart qui est assez important aujourd'hui, on voit mal comment les Sainte-Marienne, même si la saison se termine au mois d'avril, on voit mal
En 2016, je suis avec l'équipe première avec M. Galao. On vient de gagner ce match ce soir en quart. On va essayer de poursuivre ça. Sur le plan professionnel? Je suis agent hospitalier et je travaille à l'hôpital pour l'instant. Ça va. C'est par rapport au football un peu. Et 12 équipes sur la ligne de départ avec pour principal objectif le titre de champion de la Réunion. Voilà résumé en une phrase le menu de cette page rétro qui vous fera vivre et revivre les moments les plus forts. Des buts, des arrêts déterminants, des joueurs qui communiquent l'émotion, des images cocasses, tout y est. Mais on va commencer par l'avant-saison avec l'incontournable remaniement des effectifs, départs et arrivées, revue des troupes. Honneur au champion en titre, le CSSD est secoué après son sacre 95 par des problèmes financiers. Verdict, interdiction de recruter et on doit faire avec les mêmes joueurs. Un effectif cependant déjà très riche avec les Lipka, Vidot, Shiftel, Djordjevic, opérationnel dès le coup d'envoi. Avantages et inconvénients d'une telle situation. À mon avis, un avantage dans la mesure le peu de temps de préparation que nous avons. Si on aurait dû faire adapter des joueurs nouveaux, on aurait eu beaucoup plus de difficultés à trouver nos positions. Là, on va peut-être avoir un temps de rodage inférieur à ce qu'il aurait été avec de nouveaux joueurs. Parmi les plus sérieux adversaires des Dionysiens, la Saint-Louisienne. Au terme d'une saison éprouvante, ponctuée par de nouveaux exploits en Coupe de France, les Verts montent au créneau. Arrivent Seck Boubacar, Saïd Abdallah, Laurent Zetor et Tom Géna appelés à faire oublier l'irremplaçable Bernard Mahmoud. Dans les coulisses, Lucien Rayapin succède à Abdoul Patel au poste de président. Patel qui affiche déjà de nouvelles ambitions. Il faudrait que la nouvelle génération que nous représentons s'investisse un peu plus dans le football réunionnais parce que c'est bien facile là aussi d'être de l'extérieur, de critiquer les dirigeants de club, de critiquer les dirigeants de ligue ou de critiquer le président de la ligue. Non, je crois qu'il faudrait que cette génération qui arrive, des jeunes dirigeants qui sont là un petit peu dans le football depuis pas mal d'années, il faudrait qu'ils s'investissent. Quelques kilomètres plus loin, la Grande Saint-Pierroise ne fait pas dans l'approximation. Pour gagner, il faut se donner les moyens. Pascal Beaufreton arrive de Nyons au poste de gardien. Didier Agathe a le blues et revient de Montpellier. Patrice Poncharville a décidé de faire éclater son immense talent. Bernard Lacollet quitte la Saint-Pauloise pour de nouveaux défis. Laval et Sébastien Waro sont de retour au Bercail. Le groupe affiche clairement de légitimes ambitions. Les Cigognes peuvent commencer à construire leur nid. Aux côtés du CSSD de la Saint-Louisienne et de la Saint-Pierroise, la Tamponnaise a bouclé un recrutement judicieux. Le groupe bénéficie de l'arrivée d'un nouvel entraîneur en la personne de Dominique Carlier et procède à un nettoyage en règle. Arrive du 109 avec l'ex-Saint-Andréen et professionnel Thierry Robert au poste de libéraux. Aja n'a eu qu'à monter la 4 voies venant de Saint-Pierre et le jeune Wilson Clara vient du centre de formation. Les Bleus veulent jouer les premiers rôles. Dans ce groupe de prétendants, on peut y ajouter la possession dont le parcours ces dernières années est très respectable. Moura Amara vient tout droit d'Avignon, Achouri de Saint-Raphaël, Rémi Couronne de Sainte-Rose et Saint-Dor de Sainte-Suzanne. On murmure même le nom de l'ex-marseillais Manuel Amoros. Les possessionnés ont déjà la tête dans les étoiles. Derrière ces 5 formations pour lesquelles plaide un riche passé, 7 autres équipes veulent jouer les troubles fêtes mais avec des moyens plus mesurés. Parmi celles-ci, le Chaudron qui enrôle Thierry Larby venu de la possession, mais également 2 jeunes du CSSD, Laurent Sayed et Foch, de même que Rézan, formé lui aussi dans le giron du grand club de la capitale. Thierry Villepont, le nom muté de Sainte-Suzanne, vient compléter un groupe que le Big Boss n'exclut pas encore de renforcer. Le recrutement, ça se termine au mois de mai. On va d'abord voir ce qui se passe. Si vraiment on se fait sentir, je vais dire, hein, on peut peut-être envisager d'avoir un recrutement de qualité si nécessaire. La Jeanne d'Arc de son côté fait aussi quelques vagues avec l'arrivée de Didier Joachim, Eric Dino, Rageux, Rosina. Et on parle avec insistance d'un certain Mustapha El Adaoui. Les Portois affichent alors une belle place d'outsider. Juste à côté, la Saint-Pauloise commence à s'interroger sur son avenir. Il nous manque un bon avant-centre parce que Bernard est parti. Maintenant, il faut trouver quelqu'un à peu près de son calibre. Ça va être difficile, mais on va essayer de trouver. Mais de toute façon, si on ne trouve pas, il y a des jeunes qui sont là, qui sont prêts à... On est prêt à leur faire confiance et c'est à eux de jouer, quoi.
Pour équilibrer l'effectif arrive Christophe Abran, ex-France Junior, Christophe Savre et Alisson. La Saint-Rosienne, décimée par le départ de 8 joueurs, s'attache à reconstruire un groupe avec les arrivées de Lascou, Garcian, Dominique Boyer, Bruno Linard, Zif Dos Santos de Saint-Raphaël et au poste de gardien de but, un immense défi avec le retour à la compétition de Philippe Noche. Pour avoir vécu une difficile fin de saison 95, les Léopards de Saint-André sortent leurs griffes et enregistrent les licences de Gouman, Charlie et Edith Tangeon, Patrick Warraud. Le groupe semble tenir la route, mais le réalisme est heureusement un signe de sincérité. Je crois qu'il faut être réaliste. Je crois que notre place va se situer, j'espère, entre la 6e et la 8e place au départ. Après, on verra si on est capable de faire mieux, mais pour l'instant, il faut être réaliste. Et entre 6 et 8, je pense que c'est notre place. On termine ce tour d'horizon des équipes avec les 2 néo-promus. L'USB s'attache à conserver un groupe local à l'image de Géna, issu des interquartiers, mais trouve tout de même des renforts. Narcisse via des Marsouins, Vendomel et Almar de Sainte-Rose, Soadrine de Sainte-Suzanne et Le Franc de Bagatelle. L'Excelsior de Saint-Joseph, enfin, a été au-delà de ses espérances. Dirolo, entraîneur-joueur, voit d'un bon œil les arrivées de Tipé, Alifa, Titan, Castel, Figuin et Jaffar. Les tangos attendent alors le premier coup de sifflet pour se lancer dans une bataille rude, longue et pleine d'embûches. La suite de cette rétrospective mardi prochain, premier épisode, il y en a 15 comme cela. Le week-end prochain où on va vous parler, je vous le disais tout à l'heure, de la 9e journée du championnat de première division de la saison, cette fois 2016. 2 rendez-vous, vous les avez notés chaque lundi à 19h30, 97.4 Foot, l'essentiel, et puis le mardi soir, donc à 19h45, le magazine beaucoup plus complet. Bienvenue aussi à Azote Radio, relayé par KOI et Sky pour assurer une couverture totale sur tout le département, qui produisent le multiplex radio lors des différentes journées. Là aussi, il y avait, c'est vrai, un manque. Chose comblée désormais avec Jean-Claude David et toute sa bande. Bravo pour cette initiative. Excellente semaine. Et à lundi prochain, 19h30, mardi 19h45. Salut. « 97.4 Foot avec Harry G, la clim à la Réunion.